Bonjour à tous et bienvenue dans le 8e des prix de la saison. Et oui, déjà pour revenir sur un week-end au Canada qui aura été finalement très mouvementé. Seulement 5 minutes de roulage en FP1 à cause d'un souci de caméra, 1h30 en FP2 mais pas mal de drapeaux rouges, de la pluie en FP3 plus un crash de Carlos Sainz. Avec tout ça, impossible de réellement savoir les rythmes de course des uns et des autres. En plus, on a eu une piste qui était totalement verte le dimanche et une qualif le samedi qui a été un petit peu folle et qui a encore une fois créé une grille mixée. Ça a donc donné pas mal d'inconnus et de désordre au moment d'attaquer un Grand Prix qui aurait été du coup au final plutôt sympathique et que l'on débriefe tout de suite. Bon, si on regarde seulement le résultat, c'est sans surprise, nouvelle victoire de Max Verstappen, la 41e de sa carrière. Il a égalé hier Ayrton Senna, il a gagné 6 des 8 courses de la saison, il a mené les 250 derniers tours en date, c'est énorme. Red Bull, elle, a gagné 18 des 19 dernières courses, c'était leur 100e victoire en Formule 1, la 200e pour Adrian Newey, avec un podium absolument fou, rempli de titres mondiaux. Bref, oui, encore une fois, Red Bull surdomine, c'est peut-être l'une des plus grandes dominations de l'histoire, on va s'y plonger, et le résultat n'est pas surprenant. Mais il y a deux mais. Premièrement, on voit avec le résultat et la performance de Perez qu'il ne suffit pas d'avoir la meilleure voiture pour gagner et que donc Verstappen a ce truc en plus. On voit entre Perez et Verstappen la différence entre un bon pilote et un mec qui va devenir une légende. Ne pas avoir connu ni la moindre Q3 ni le moindre podium sur les 3 derniers Grands Prix, ça fait vraiment tâche de la part de Checo. Perso, ce que j'ai trouvé le plus inquiétant pour lui, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu ni de fait de course dans la qualif, ni de fait de course dans la course qui explique cette contre-performance. Il n'avait simplement pas de rythme et comme il l'a dit à l'arrivée, c'est inquiétant puisqu'il, d'un seul coup, il a perdu le feeling avec cette voiture. Mais ça ne risque pas d'arriver à Max Verstappen qui est vraiment sur sa planète. La pole était en plus une des plus dures peut-être à aller chercher cette saison, vu les conditions mouillées et piégeuses. Mais finalement, il a déjà montré à de nombreuses reprises que c'est peut-être lui le meilleur de cette grille sous la pluie. Voilà, il a totalement assuré, il est passé à travers de tous les éléments, drapeau rouge, reprise de la pluie, changement météo. Voilà, ça montre qu'il est certes en énorme confiance, qu'il a certes une voiture parfaite, mais que lui aussi est juste parfait. Et le deuxième mais, c'est que contrairement aux autres victoires de Max cette saison, celle-ci n'a pas vraiment été écrasante. On a eu une course qui a été intéressante à suivre jusqu'au bout, où il y a eu de l'activité et de la tension vers le haut. Ce Grand Prix a sûrement manqué de 2 ou 3 événements forts et de plusieurs luttes roue contre roue pour vraiment devenir énorme, mais il nous aura quand même fait passer une soirée sympathique, notamment car la marge de Red Bull hier était la plus faible de la saison, seulement 7 secondes à l'arrivée. Un Alonso qui a cru à un moment donné, peut-être un petit peu nous aussi, puisqu'à 20 tours de l'arrivée, le gap a commencé un petit peu à se réduire et Verstappen va un petit peu à voir les autres derrière revenir. Alors ça c'est évidemment à nuancer d'abord car il y a 60 tours lancés de course, pas 70 à cause de la relance de safety car, donc l'écart est un petit poil tronqué même si on a quand même eu le gros. On a Verstappen aussi qui a pu aisément les 2 fois au départ et à la relance s'échapper, construire un gap et le contrôler quand même assez aisément également, et puis ceux derrière avaient besoin d'attaquer pour défendre et jouer cette deuxième place, donc nécessairement Max a plus géré qu'eux. Mais oui, cela reste quand même dans les faits, clairement la victoire la moins aisée et celle où la concurrence aura été la plus proche cette saison. Pourquoi? C'est la question. On peut se dire que ça vient de ce circuit qui est clairement différent des autres, qui avait en plus des conditions de piste assez particulières. J'ai tendance quand même à pencher pour ça, notamment car c'est une piste de pleine charge, et donc où les écarts sont plus durs à construire, il y a moins de portions lentes et sinueuses. Alonso lui-même avait dit que les événements seraient bien différents au Canada en termes de performance, donc c'est qu'il s'attendait à ce que cette piste modifie pas mal les conditions. On a un Verstappen aussi qui s'est beaucoup plaint de ses pneus, de sa mise en température, donc c'était pas forcément idéal pour Red Bull. En clair, je pense que ça a beaucoup joué et je m'attends à ce que la marge remonte significativement du côté de l'Autriche. On reste très loin d'un changement de situation, mais on peut aussi peut-être expliquer ce rapprochement par les packages d'amélioration des autres équipes qui commencent peut-être à porter leurs fruits et on peut se demander si à terme, mais vraiment à terme, on n'aurait pas un resserrement qui va se faire vers le haut.
Aston et Mercedes, justement, qui se sont livrés une lutte pour la deuxième place de la course et pour la deuxième place du constructeur. Hamilton a magnifiquement passé Alonso au début de la course, mais on a quand même très vite vu que l'Aston avait plus de rythme et finalement qu'il fasse P2 et P3 dans cet ordre est tout bonnement logique, même si en fin de course, on a cru potentiellement à un redépassement de Lewis, puisque Fernando avait lui déjà des pneus hard. On lui demandait depuis pas mal de tours de faire du lift and coast pour sauver un peu d'essence puisqu'on avait peur de la panne du côté de chez Aston. Et puis en plus on a parlé de quelques soucis de frein arrière, donc bref, c'était pas la fin de course idéale pour Fernando, mais la voiture marchait très bien, il en était très content. Encore une fois, éloge absolu sur Aston Martin qui a construit une superbe voiture. À l'instant T, Aston Mercedes, c'est le duel de la saison 2023. J'ai vraiment hâte de voir comment il va évoluer sur la durée, même on peut se projeter sur plusieurs saisons avec les grandes ambitions des hommes en vert. Attention quand même ce week-end, Alonso et Hamilton qui ont été géniaux n'ont pas pu faire la même chose avec leur coéquipier, on va dire. Je pense pas qu'il y ait d'inquiétude structurelle au niveau de George Russell puisqu'il avait la performance clairement, mais il a fait une erreur absolument énorme et impardonnable pour ce niveau de compétitivité. Elle est petite, elle est facile, un peu comme finalement Leclerc au Grand Prix de France, mais elle ne doit pas arriver puisqu'elle met à la poubelle une P4, soit 12 points assez facilement. Et aussi, ça a enlevé à Mercedes la possibilité de jouer à 2 contre 1 face à Alonso, peut-être de tenter pour l'un l'overcut, pour l'autre l'undercut. Dommage, cette safety car et cet accident de Russell, ça nous a un petit peu chamboulé la course, mais ça nous a peut-être aussi privé d'autres petites choses en fin de relais. Et pour l'autre coéquipier, Lance Stroll, là je pense en revanche qu'il y a un petit souci structurel. Il n'est pas capable de rivaliser ni même d'être assez proche d'Alonso, mais ça à la limite pourquoi pas, on le savait, on s'y attendait. Mais le gros problème c'est qu'il n'arrive pas à mettre cette Aston, qui est sûrement la deuxième ou la troisième meilleure machine du plateau, dans le top 8, un week-end sur 2. Cette voiture elle mérite aisément d'être dans le top 6, le top 5, de se battre pour les podiums. Il n'en est même pas du tout capable, même pas en rêve. Son père avait dit objectif double podium au Canada. J'y vois là perso un premier coup de pression. Je pense sincèrement que son siège n'est pas du tout garanti, je l'ai déjà dit. Aston veut jouer très haut, si elle a un deuxième pilote qui fait perdre des points comme ça va pas durer longtemps. Donc Lance Stroll, clairement, on peut dire certes que sa course a été malchanceuse puisqu'il s'arrête juste avant la safety car, ce qui lui fait perdre des points. Et finalement, il s'accroche bien, il remonte, il arrive à aller arracher la P9 sur la ligne à Valtteri Bottas. Mais bon voilà, quand tu as cette voiture, tu ne dois pas faire ce résultat, c'est beaucoup trop loin. Le souci ce week-end sera vraiment été la qualif où non seulement il a gêné plusieurs personnes, mais où en plus il a montré qu'en fait quand c'était un petit peu dur, quand c'était un petit peu paranormal, bah voilà, lui il sombrait totalement, il n'arrivait pas à faire la différence, et c'est là que le bas blesse. Bon, on va se faire une petite section réservée à Ferrari parce qu'il y a des choses à dire, ça a été un week-end aussi assez mouvementé pour les rouges. Bon, le gros souci, c'est que faire 10 et 11e sur la grille quand tu as une voiture aussi performante et que tu veux viser les titres en termes d'équipe, eh bien c'est absolument un cataclysme. Cette voiture mérite bien mieux et ça prouve que l'éternel souci de Ferrari, c'est pas toujours tant le niveau, mais l'exécution. Et là, ça a été l'exemple parfait. Bon, pour Sainz, l'équipe n'y est pas vraiment pour grand chose, hein. C'est lui tout seul qui a décidé de devenir une chicane mobile, de gêner les pilotes, de prendre une pénalité, et il a été chanceux de n'en prendre qu'une. Je pense que sur ce cas-là, on sera tous d'accord, même si, attention, je trouve quand même que Tsunoda lui aussi a fait n'importe quoi dans ce dernier virage face à Gasly, et que c'est ça aussi qui met mal Carlos, mais il mérite quand même sa pénalité. En revanche, dans la qualif, pour Leclerc, là, il y a plus de choses à dire, éliminé en Q2, alors lui de son côté, bravo, il avait le bon call d'entrée de jeu sur les pneus-sticks, il avait raison, il a aussi raison de râler, de ne pas avoir été écouté, si on l'avait écouté direct, il serait en Q3, et donc quelque part, bah encore une fois, il se fait avoir, et c'est fou d'avoir autant de malchance, mais en même temps, je trouve la stratégie de Ferrari légitime de vouloir mettre un premier temps en intermédiaire, comme la plupart, voire toutes les équipes l'ont fait. Leur erreur, c'est ils auraient dû plus écouter le feeling de leur pilote, mais en même temps, Leclerc il a chaussé les pneus slick pas si tard par rapport aux autres, je pense même que certains en ont chaussé plus tard que lui, et donc je me suis refait la qualif et je trouve que Leclerc avait peut-être plus ou moins le temps quand même d'établir une première marque intéressante en slick et il n'a pas vraiment réussi. Bref, il aurait pu passer, il aurait dû passer de la part de l'équipe, de sa part, bref, les torts sont assez partagés et on est plus sur un cafouillage et une confusion qu'autre chose dans un moment
un petit peu piégeux de la qualif, mais Ferrari ne doit pas s'en mêler les pinceaux là-dessus. J'ai bien aimé quand même la manière de gérer de Frédéric Vasseur qui a été souriant, diplomate et qui a su calmer Charles Leclerc assez rapidement. Finalement, on est passé à autre chose du côté de Ferrari. Ce que j'ai bien aimé aussi chez les Rouges ce week-end, c'est leur course, un départ très très propre, un choix stratégique génial de ne pas s'arrêter sous la safety car, ils ont été les seuls à le faire en pneu médium et seulement 5 de la grille. J'ai été perplexe au début en me disant quand même que ça allait être dur de faire qu'un seul arrêt. Finalement, ils ont été quasiment les seuls à les réussir et ça leur a permis de doubler tout le groupe de Piastri, Norris, Ocon et Hülkenberg qui étaient devant, de se rapprocher du trio de tête et du coup d'aller chercher des 4e et 5e places totalement méritées à la stratégie. Franchement, là pour le coup, un grand coup de chapeau, c'était le bon call, le call parfait. Et puis l'autre point très positif, c'est le rythme de cette voiture, puisqu'une fois revenus derrière le trio de tête, ils ont plus ou moins tenu leur cadence, puisque les Aston et les Mercedes ne se sont jamais vraiment échappés alors qu'elles poussaient très très fort. Ça c'est très bien, et d'ailleurs c'était le gros point de Charles Leclerc après la course. Très content du comportement et de la perfo de sa voiture, donc clairement faut construire là-dessus du côté de Ferrari. Maintenant l'important pour eux ça va être d'exécuter. Il y en a marre de voir ces voitures perdre des places dans la course ou dans la qualif de manière totalement débile et inutile. Maintenant pour eux, il faut aussi remonter sur un podium, il n'y en a eu qu'un cette saison pour Charles Leclerc. Voilà, faut se rappeler au bon souvenir d'Aston et Mercedes, dire on est là nous aussi, on va la jouer cette deuxième place du classement, puisqu'au final ils ne sont pas si loin et ils ont pris des points sur les deux écuries de devant ce week-end. Sinon, je finis par un petit mot pour Carlos Sainz qui a encore une fois un comportement critiqué ce week-end, critiquable on peut le dire. Les gênes en qualif, évidemment, ça se fait pas. Et d'ailleurs, il n'y a pas qu'en qualif qu'il gêne les pilotes. Très souvent en essai, il a tendance à prendre la piste pour lui tout seul. Mais ce qui m'a aussi gêné, encore une fois, c'est son attitude devant les médias, vis-à-vis de l'équipe et à la radio. Comme s'il était seul et comme s'il avait la légitimité, le niveau et le statut pour se comporter en numéro 1 qui n'a aucune raison d'être remis en question. Il n'a jamais rien fait de mal, et dans la course c'est toujours lui qui a raison. Alors je ne vais pas critiquer les phrases des pilotes à la radio, on sait évidemment qu'ils sont dans un moment de tension, de concentration qu'on ne peut pas comprendre et qu'on ne peut pas du coup juger. Malgré tout, je constate qu'encore une fois, à peine 3 tours passés derrière un Leclerc qui est largement plus performant que lui cette saison, il vient appuyer sur le bouton de la radio et dire je suis plus rapide, alors que les deux avaient le même rythme et qu'en plus lui était derrière et donc bénéficiait de l'ASPI et du DRS. Par contre, là où c'est top, c'est que enfin, on a une réponse claire, tranchée, affirmée de la part de Ferrari sur ce débat-là. Et ça, c'est clairement la patte Fred Vasseur. Pas de dépassement, ça ne sert à rien, on est 4 et 5, on va finir 4 et 5. Ce qu'on veut, c'est un relais propre, pas perdre la moindre seconde, pas de tergiversation, parfaitement arbitré. Voilà, donc si Carlos Sainz commence à poser quelques petits problèmes, j'espère que chez Ferrari, on saura un petit peu le remettre à sa place gentiment. Il est performant, il ramène les points, mais attention à ne pas se voir trop beau, mon cher Carlos. Et derrière les 4 écuries de tête, on a vu ce que j'appellerais de vrais beaux coups. Alors pendant qu'Alpine a prouvé une nouvelle fois qu'elle était la 5e force assez esselée de ce championnat et est allée chercher quelques points malgré une stratégie vraiment pas optimale qui a coûté à minima une position, et malgré un Pierre Gasly qui a encore vécu un week-end rempli de malchance, qualification gâchée par Carlos Sainz, course gâchée par la safety car qui s'arrête, je crois, 2 tours après son arrêt au stand. Donc voilà, ruiné le samedi, ruiné le dimanche, le pauvre. Eh bien, derrière ça, c'est Alexander Albon qui a fait le coup du week-end et qui a été absolument parfait. Il y a déjà cette qualification, meilleur temps de la Q2, donc passage en Q3, vraiment magnifique. Ça le place directement dans le top 10 en course, dans le mix pour les points. Et là, il y a le très très bon call stratégique, se servir de la safety car pour remonter dans les positions et ne faire qu'un seul arrêt. Il nous a refait 57 tours en pneus hard, comme ce qu'il avait fait à Melbourne en 2022. Et une nouvelle fois, comme à chaque fois que Williams score des points, l'équipe s'était appuyée sur une stratégie claire, la vitesse de pointe déchargée au maximum de cette voiture qui n'est pas capable de faire la différence dans les virages, et donc en faire une roquette sur la ligne droite pour la rendre impassable. Il se rattrape de la bêtise de l'Australie en début de saison où finalement c'était pareil. Top qualif, 6-7e position, dans le coup très très dur à doubler, mais il avait fait cette erreur en se mettant dans le mur. Là, absolument aucune erreur, le week-end parfait. Et 6 points largement mérités pour Williams qui, on le disait chaque lundi, était dernière du constructeur avec 1 point, mais était beaucoup plus proche des points que ça et ne méritait pas d'être
aussi accablés comptablement. C'est top, c'est encore très loin de jouer quelque chose, mais ça fait plaisir. On a aussi eu un coup gagnant de Alfa Romeo avec Valtteri Bottas qui ont bien profité de la safety car. Partis en hard, ils ont décidé de ne pas s'arrêter à ce moment-là. Du coup, ils ont fait le jump sur pas mal de pilotes, notamment les McLaren. Et puis, il y a eu Magnussen qui a fait une petite bévue, qui a dû rendre la place. Donc, Valtteri a été assez tranquille. Il a pu se mettre dans le bon wagon et aller arracher un point à la fin. Concrètement, il s'est retrouvé là, à l'aspiration au DRS. Il y est resté comme il a pu. Il a laissé passer les voitures qui étaient de toute façon plus rapides. Et au final, grâce à la pénalité de Lando Norris, eh bien ça tient, et Alfa Romeo grappille, c'est important car on va le voir juste après, c'est très serré en fond de classement. McLaren aussi a pris un coup, mais là pour le coup sur la tête, encore j'ai envie de dire, pourtant ils étaient 2 voitures en Q3 sur la 4ème ligne, franchement ça c'est superbe, pourtant ils ont fait un bon départ, c'est top, pourtant Oscar Piastri était au niveau visiblement de Lando Norris, ça c'est exceptionnel. Et puis, après la safety car, tout s'est écroulé. Leurs pilotes ont fait des petites erreurs. Piastri qui s'est fait passer à la suite de freinages et de virages un petit peu manqués. Norris, lui, qui a pris cette pénalité pour un comportement antisportif, on va dire, sous la safety car. Et du coup, à l'arrivée, ça ne donne pas de points. Mais attention, même si les pilotes ont leur part de responsabilité, tout n'est pas de leur faute. On a vu que la vitesse de pointe de la McLaren était vraiment en dessous de celle des autres et ça les a fait beaucoup peiner. On a vu aussi globalement que le rythme de course n'était pas vraiment là. Et donc sur le deuxième relais, sur la deuxième partie de course, ils n'ont pas pu espérer grand chose. C'est encore la déprime absolue, ils ont tout de même de la marge pour éviter d'être vraiment dans les derniers du championnat et sont capables de petits coups, mais ils ont une malchance et un manque d'exécution assez dingue. Du coup, ça leur donne aussi beaucoup de retard sur les écuries qui comptaient rivaliser avec cette saison et ils ne peuvent espérer que prendre des miettes et bien souvent ils les gâchent. C'est très très dur, on essaiera au fil de la saison de développer le sujet McLaren. Un autre coup remarquable ce week-end, c'est Nico Hülkenberg qui était 2e sur la piste lors de la qualification, 5e après pénalité absolument incroyable. Une As quasiment en première ligne. Malgré tout, je vais nuancer ce qu'on pourrait appeler l'exploit du week-end. Pour moi, ça n'en est pas du tout un. Déjà parce que Nico, il passe à 16 millième de se faire éliminer en Q1. Donc attention, pour quelques mini détails, l'histoire est totalement différente. Et puis surtout, il ne doit sa 2e position seulement au fait que le drapeau rouge est agité une demi-seconde après son passage sur la ligne et qu'il était le 2e en position sur la piste. Du coup, il a amélioré. Avant ça, il n'avait fait que le 6e, 8e temps et les autres s'apprêtaient à lui reprendre cette position. Donc clairement, voilà, c'était la loterie et Norris lui-même a failli être 2e, puis ça aurait pu aussi être, je sais pas, quelqu'un d'autre. C'est un petit peu à nuancer. Ça me fait penser à la Q3 atteinte par Latifi à Silverstone l'an dernier. Magnifique sur le papier. Dans les faits, c'est des détails qu'on tournait du bon côté sans que les pilotes maîtrisent grand-chose. On peut aussi dire qu'au final, il n'a pas su respecter un drapeau rouge et donc que cette pénalité 3 places, elle est très bête. Donc voilà, ça reste une très belle Q3, mais pour moi, c'est absolument pas une des qualifications de l'année, loin de là. En tout cas, au final, j'ai envie de dire, peu importe pour As, puisque cette voiture, qu'elle parte 17e ou 2e ou 5e, le résultat sera le même, puisqu'elle est absolument nulle part en course, elle ne peut rien espérer sur le rythme, sur les pneus. En plus, pour ne rien arranger, on a un Kevin Magnussen qui lui-même a été nulle part éliminé en Q1, invisible dans la course. Attention K-Mag, ça commence à être compliqué et dans ma tête revient de plus en plus le nom d'Oliver Biermann, on en reparlera. Et puis pour finir, c'est le coup de bambou, mais pour AlphaTauri cette fois, qui est la 10e force du plateau ce week-end je pense, et qui devient la 10e équipe au championnat, avec en plus pas mal de retard désormais sur les concurrents, 5 points sur le 9e. Mine de rien dans ces eaux-là, ça commence à faire. Double élimination en Q1, un Tsunoda qui rate son départ, puis qui s'arrête juste avant la safety car, donc sa course, elle est foutue. Un De Vries qui quand même reste un petit peu loin, qui peine un petit peu, puis qui va commettre cette erreur face à Kevin Magnussen. Je trouvais que leur duel était beau jusque-là, au premier et deuxième virage, les deux sont dans leur bon droit, ça se bataille bien. Puis voilà, Nick va rater son frein au virage suivant, obliger les deux voitures à tirer tout droit. Dommage, en tout cas, voilà, AlphaTauri fait grise mine, mais on a envie de dire que c'est pas totalement immérité, vu ce qui se passe depuis un certain temps dans cette équipe en termes de performance.
Allez, un petit point sur les classements, 69 points d'avance sur Verstappen, voilà, Perez n'est pas au niveau, il n'y a plus grand chose à dire, attention quand même, on va avoir je pense une lutte sympathique pour la deuxième place, vu les dynamiques actuelles, ça va être très cool à suivre, des podiums qui vont se jouer souvent là. Sainz a doublé Russell à cause de l'abandon du Britannique, ça ne bouge pas derrière, on note quand même Albon qui remonte à la 12e place derrière Norris avec 7 points. Au constructeur, Red Bull a 167 points d'avance et encore si Perez faisait plus son travail, l'écart serait beaucoup plus immense. Seulement 13 longueurs entre Mercedes et Aston avec en plus Ferrari en embuscade qui a repris des points. Au 2, Alpine est bel et bien esselé comme la 5e force. McLaren a une petite marge et le quatuor de fond est très resserré. Alpha a fait un petit peu le nécessaire pour garder la tête hors de l'eau. Williams remonte, AlphaTauri, elle, a sombré. Les notes maintenant que vous pouvez aussi donner en commentaire ou via un Google Doc dans la description. Aidez-moi à les rendre quasi parfaites. Voilà, Verstappen maîtrise totale. Albon c'est le coup et le pilote du week-end. Alonso génial, Hamilton superbe, Ocon totalement irréprochable. Bottas pas transcendant mais il va chercher ce qu'il faut, très bien. Leclerc lui il a survécu à ce week-end. Hülkenberg il a sauvé As de la honte le samedi. Sainz il a fait des erreurs, il a un comportement critiquable mais ça reste une P5 et son rythme était finalement assez proche de Leclerc. J'ai bien aimé la proximité avec Norris de Piastri mais le deuxième relais a été dur et on n'oublie pas qu'il s'est aussi craché en Q3. Norris justement qui n'a pas vraiment fait la différence et qui a pris bêtement une pénalité qui coûte trop cher. Perez n'a pas fait ce qu'il faut, la différence n'est pas normale. Stroll lui doit faire bien mieux. Tsunoda a été brouillon mais malchanceux aussi un petit peu. Joe, j'ai mis 11 parce que je suis extrêmement embêté pour le noter. Souci en qualif, course invisible. De Vries est assez loin et commet une erreur lors de la course, Magnussen lui est à la rue et Russell à la perfo mais fait une erreur qu'il ne doit pas commettre qui lui fait perdre 12 points. Et enfin il y aura 2 pilotes non notés, Gasly puisque sa qualif et sa course sont gâchés par des faits qu'il ne maîtrise pas, et Sargent, alors oui sa qualif est vraiment pas terrible mais je lui mets l'excuse du rookie, allez, et puis bon sa voiture a lâché au bout de 8 tours donc je lui offre ce non noté. Voici aussi le classement par note des écuries, je ne m'étale pas plus dessus là-dessus. Sachez aussi qu'en description, vous retrouvez les moyennes générales qui, après 8 grands prix, commencent à vouloir dire un petit quelque chose. Voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir écouté ce déprix jusqu'au bout, je vous encourage à le liker, à vous abonner à la chaîne, c'est un geste qui compte. On se retrouve en commentaire pour discuter de tout ça, comme chaque lundi. Et je vous encourage aussi à aller voir l'épisode 4 de Team Zarco, tourné au Mugello où j'étais sur place, plein de choses très sympathiques, lien dans la description, allez-y et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette série avec Canal. Sur ce, je vous laisse avec Enzo Ferrari qui n'est pas impressionné par la domination de Red Bull et de Max Verstappen et qui rappelle que lui, un de ses pilotes, a été sacré champion au mois de juillet et que la barre est très haute. A bientôt.